Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette capsule, on va vous présenter un trouble d'apprentissage qui peut être présent dans la salle de classe. C'est le déficit d'attention. Mais avant de commencer, on doit se poser certaines questions pour mieux comprendre le sujet en concret, car c'est beaucoup plus simple si on connaît la définition de ce qui entoure les troubles proposés. Donc, voici la question 1. Qu'est-ce qu'un trouble d'apprentissage? Un trouble d'apprentissage peut se définir dans un terme générique qui englobe un ensemble de désordres de dysfonctionnement d'origine neurologique qui altèrent de façon spécifique et importante certaines capacités cognitives impliquées dans les apprentissages scolaires. Cependant, il est très important de connaître une définition plus universelle. Il s'agit de celle que l'Organisation mondiale de la santé propose. Le trouble d'apprentissage est un terme médical défini comme désignant un trouble permanent d'origine neurologique. Il correspond à une attente neuropsychologique qui entrave la compréhension, l'acquisition et le traitement de l'information verbale ou non verbale. En aucun cas, il ne s'agit d'une déficience intellectuelle ou d'un déficit d'attention parentale. Les troubles d'apprentissage ne se repèrent pas lors d'une visite médicale. Ils sont cachés, presque invisibles, même si les enfants qui en souffrent présentent des difficultés sensorielles. Voilà, maintenant vous avez plus de connaissances sur les troubles d'apprentissage. Alors, on va continuer avec la question 2. Qu'est-ce que le déficit d'attention? Le déficit d'attention est un trouble du neurodéveloppement. Il est causé par la déficience de la régulation de certains neurotransmetteurs qui sont responsables de fonctions telles que l'attention, le traitement de l'information, la concentration et le contrôle des impulsions et la mémorisation, ainsi que des fonctions motrices et physiques. Il présente des caractéristiques dans une base génétique et d'une nature chronique. Mais d'où vient ce trouble d'apprentissage? Quelle est son origine? Au niveau cérébral, les études d'imagerie permettent d'identifier des anomalies structurelles, c'est-à-dire certaines aires sont moins développées que chez la personne sans trouble d'apprentissage avec hyperactivité et déconnectivité, transmission des informations entre les neurones. Ces aires, qui présentent un défaut de maturation, sont impliquées dans les fonctions principales et dans le contrôle de l'attention. En outre, il existe des facteurs héréditaires qui semblent jouer un rôle majeur dans la probabilité d'avoir un trouble d'apprentissage, TDAH ou TDA. L'environnement a alors une part non négligeable dans le développement du trouble chez un individu que l'on dit vulnérable génétiquement. Donc, il est nécessaire de connaître les deux types de troubles qui existent. 1. Déficit d'attention sans hyperactivité, TDA. Et 2. Déficit d'attention avec hyperactivité, TDAH. 1. Déficit d'attention sans hyperactivité, TDA. Le TDA sans hyperactivité n'est diagnostiqué qu'à partir de 5 ans. Ces symptômes sont l'incapacité de retenir son attention sur une tâche précise au-delà de 15 minutes maximum et une tendance à avoir recours à la violence. L'incapacité d'achever une tâche jusqu'à son terme. L'incapacité à retenir les consignes qu'on lui donne. L'incapacité de se concentrer sur une conversation. Une tendance à éviter les activités nécessitant un effort mental soutenu. Une tendance à s'isoler et adopter un comportement antisocial
l'incapacité de résister aux distractions qui l'entourent, une tendance à égarer ses affaires. Voici 3 comportements distincts chez l'enfant souffrant de troubles déficitaires de l'attention sans hyperactivité. Il est généralement dépourvu de l'attention sélective, de l'attention soutenue et de l'attention divisée. L'attention sélective. Il n'est pas capable de concentrer son attention sur un objet ou une tâche précise, comme écouter la maîtresse ou regarder au tableau, parce qu'il se laisse facilement distraire par les nombreux stimulus extérieurs qui l'entourent. L'attention soutenue. Il n'est pas capable de maintenir son attention suffisamment longtemps sur une tâche ou sur une cible comme faire ses devoirs, copier sa leçon ou lire un livre, c'est-à-dire pendant un long moment. Et finalement, l'attention divisée. Il n'est pas capable de se concentrer sur 2 choses simultanément, comme copier la leçon tout en écoutant les explications de la maîtresse. Déficit d'attention avec hyperactivité. Chez l'enfant souffrant de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité, on peut observer généralement inattention, hyperactivité, impulsivité. Avec l'inattention, l'enfant a des difficultés d'attention face à une tâche ou un exercice spécifique, des erreurs d'inattention dans les cadres scolaires ou d'autres activités, un manque d'attention aux détails, un évitement des activités requérant une attention soutenue ou un effort intellectuel, une tendance à la distraction et au oubli, des difficultés à terminer ce qu'il commence, des difficultés d'organisation, une perte fréquente de ses objets personnels. Avec l'hyperactivité, l'enfant bouge souvent les mains et les pieds. Il se tortille sur sa chaise. Il ne parvient pas à rester longtemps assis. Il grimpe partout. Il parle beaucoup. Il ne s'intéresse pas aux activités demandant du calme et de la minutie. Avec l'impulsivité, l'enfant a des sautes d'humeur, une incapacité à supporter la frustration, une imprévisibilité, une personnalité changeante, une tendance à interrompre les autres, une difficulté à attendre son tour, une tendance à s'imposer. Ces symptômes sont presque les mêmes que ceux du TDA. Cependant, ils présentent l'habileté émotionnelle, un tempérament coléreux. Il a une tolérance au stress. C'est vraiment important de remarquer qu'il existe 3 types différents de TDAH. Le TDAH type mixte, le TDAH type inattention prédominante, le TDAH type hyperactivité, impulsivité prédominante. Les symptômes du TDAH type mixte sont: ils sont également un nombre moyen de symptômes plus élevés et une comorbidité plus riche que les autres, associant des troubles anxieux,
un abus de psychotropes, des troubles de conduite. Les symptômes du TDAH type inattention prédominante sont des symptômes d'hyperactivité, impulsivité sans symptômes d'inattention. Ils sont présents au moins 6 mois avant la pose du diagnostic. Les symptômes du TDAH type hyperactivité, impulsivité prédominante sont des symptômes dans les deux catégories, l'inattention et l'hyperactivité impulsivité. Ils sont présents au moins 6 mois avant la pose du diagnostic. C'est une réalité que les personnes qui ont un trouble d'apprentissage ne peuvent pas se guérir. Ni moins, il est possible de traiter les symptômes et de donner une meilleure qualité de vie à ceux qui en souffrent. Donc, les possibles traitements pour les troubles d'apprentissage sans hyperactivité, TDA, et les troubles d'apprentissage avec hyperactivité, TDAH, commencent toujours par des mesures non médicamenteuses, apportant une aide à l'enfant comme aux parents. Malgré le caractère chronique du TDA-TDAH, les différents traitements efficaces qui existent ont la capacité de réduire les conséquences négatives du trouble dans la vie de l'enfant. Le but de ce traitement est d'aider l'enfant atteint TDA-TDAH à réduire les problèmes scolaires d'apprentissage, les oublis, les égarements, la désorganisation au travail et les difficultés à suivre les instructions ou les ordres, tous conséquences de l'inattention. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de connaître les deux types de traitements, pharmacologie et non-pharmacologie. Les approches pharmacologie consistent à mettre en place un traitement à l'aide de médicaments. Par exemple, les agents stimulants, le méthylphénidate, et non stimulants, l'atomoxétine. Les approches non-pharmacologie impliquent psychothérapie, coaching individuel spécialisé en TDA ou TDAH et les ateliers psychoéducatifs en groupe. Il y a des aménagements possibles pour alléger le trouble d'apprentissage avec hyperactivité. S'asseoir en avant de la classe pour réduire les distractions, prendre des notes en classe, faire les lectures avant le cours pour mieux se repérer durant le cours, enregistrer les cours pour permettre de revenir sur certaines parties du cours, poser des questions en classe pour demeurer active. Il y a des aménagements possibles pour alléger les troubles d'apprentissage sans hyperactivité. Comme par exemple, 1. Supprimer les stimuli extérieurs capables de distraire l'enfant. 2. Placer l'élève près de l'enseignant à l'avant de la salle de classe. 3. Supprimer tous les accessoires qui ne sont pas indispensables à l'activité. 4. Planifier les tâches et ne lui donner qu'une tâche à la fois. 5. Isoler l'élève pour le laisser respirer ou lorsqu'il doit se concentrer. Nous, en tant qu'enseignants, avons besoin des outils, des conseils pour travailler dans la salle de classe. Donc, c'est pour cela qu'on se demande comment l'aborder en classe de FLE. Alors, voici des conseils qui peuvent être très pratiques pour vous. 1. Oraliser les consignes écrites. 2. Éviter de faire lire l'élève haute voix devant la classe. 3. Limiter la taille des textes à lire. 4. Lui apprendre à surligner les mots-clés du texte. 5. Lui laisser le temps dont il a besoin pour effectuer son travail. 6. Évaluer à l'oral plutôt qu'à l'écrit.
7. Évitez au maximum de le faire copier. 8. Ne pas passer de temps à entraîner la copie. 9. Proposer des documents de travail aérés. 10. Accepter la présentation peu soignée dans un premier temps et en faire un objectif d'apprentissage par la suite. 11. Prendre en compte les difficultés de l'élève en orthographe pour l'aider à les comprendre. Vous pouvez introduire un thème à partir des activités ludiques variées. Donc, voici des activités à faire pour intégrer l'élève dans une classe de FLE. Premièrement, vous choisissez un thème et un niveau pour travailler. Par exemple, les parties du corps humain, niveau 8e année. En second lieu, le professeur va choisir une chanson, tête, épaules, genoux et pieds. Et il va l'accompagner avec une chorégraphie. Il est très important de trouver les bons endroits ou de réorganiser la classe afin que les élèves puissent se bouger sans problème. Ensuite, l'enseignant va faire une démonstration aux élèves de la chorégraphie qu'ils doivent suivre. Les apprenants vont essayer de répéter les mouvements qui fait le professeur, aussi que de chanter les paroles. La chorégraphie consiste à signaler les parties du corps qui mentionnent la chanson, la tête, les épaules, les genoux, les pieds, les yeux et les oreilles. Après la démonstration et de voir que les élèves ont appris les mouvements, le professeur laissera les apprenants continuer seuls. Pour cela, l'enseignant a préparé à l'avance une petite sac contenant des gages pour que les élèves participent de l'activité et qu'ils soient motivés d'apprendre. Chaque fois qu'un élève ou le professeur regarde qu'un autre apprenant reste sans se bouger, il partagera le sac afin que cet élève sorte en gage. Il pourrait être une danse, chanter une chanson ou d'autres petites activités que l'apprenant devra réaliser devant les camarades. À la fin, le professeur pourrait évaluer si les élèves ont appris les parties du corps qui sont dans la chanson. Un élève devra signaler une partie du corps et les autres diront le nom de celle-ci. Après, autre apprenant fera le même, jusqu'à ce qu'il les ait toutes mentionnées. Cette activité va permettre que l'adolescent atteint TDA, TDAH puisse être attentif sans s'ennuyer et se distraire. Activité 2. Premièrement, il faut choisir le thème, préparer le matériel et en plus indiquer que l'activité sera en couple. On fera un jeu de mémoire. Donc, on distribuera des cartes. Les élèves auront le vocabulaire qu'on a travaillé avant. L'enseignant donnera à chaque binôme 12 cartes. 6 cartes seront d'une image et les autres 6 cartes seront les mots écrits. Les couples devront regarder les cartes et leur position. Après, ils devront mettre les cartes vers le bas. Une personne en prendra une et cherchera l'autre, soit l'image ou soit le mot. S'il ne le trouve pas, l'autre personne
aura son tour. Pour cette activité, on va renforcer la mémoire des élèves, plus précis pour l'adolescent atteint de TDA ou TDAH, ainsi que la concentration et l'attention. L'enseignant pourrait réaliser l'activité pour la partie de systématisation, comme un outil pour vérifier s'ils ont appris ce qu'on expliquait dans l'étape de conceptualisation. Dans chaque jeu, il y a toujours un gagnant. Alors, ce gagnant obtiendra un prix. C'est une réalité que travailler avec les troubles d'apprentissage peut être difficile. C'est pour cela qu'il existe des institutions et des associations qui donnent un soutien aux familles, élèves et enseignants pour travailler les troubles d'apprentissage mentionnés, comme le TDAH ou le TDA. On peut mentionner la clinique intégrée de Tibas. Par l'intermédiaire de son département de la protection sociale qui offre un service aux personnes présentant un déficit d'attention. Ce service constitue un projet socio-éducatif et relève des services d'assistance sociale du département avant mentionné. Il est composé d'une équipe interdisciplinaire composée d'un médecin généraliste, d'un pédiatre, d'un psychologue et d'une assistante sociale. Le travail social a joué un rôle important dans la formulation, l'exécution et l'évaluation du projet socio-éducatif sous-mentionné. Son apport professionnel se trouve tout au long de la procédure. Il utilise la méthode de cas dans la prise en charge individualisée qu'il offre à chaque famille. De même qu'au Costa Rica, il y a une association qui s'appelle Fundación DA. C'est une organisation à but non lucratif. Cette organisation est née en 1994 à l'initiative d'un groupe de parents conscients des besoins de leurs enfants et motivés pour agir. La Fondation DA a pour mission de former les parents et les éducateurs au thème du déficit d'attention et des difficultés d'apprentissage par le biais de conférences. De même, aider les enfants et les jeunes ayant un déficit d'attention dans le domaine académique par le biais d'un programme. En définitive, c'est avec un diagnostic précoce, avec une prise en charge médicale et éducative, aussi avec un lien étroit avec les enseignants et avec les parents, dont les meilleures chances sur le long terme de réussite scolaire, professionnelle, sociale et familiale aux enfants atteints des troubles d'apprentissage comme le TDA et le TDAH. Rappelez-vous, l'enseignant a une place majeure pour évaluer avec les différents professionnels de la santé et les parents l'évolution du comportement de l'enfant et la progression de ses acquisitions, indice très important de son évolution. Les enseignants doivent être très attentifs aux besoins des étudiants. C'est un travail conjoint avec les parents et les spécialistes spécifiquement en la matière. Il faut être des alliés avec les parents et ne pas être un obstacle à l'apprentissage des élèves. Un étudiant avec trouble d'apprentissage sans hyperactivité ou bien avec hyperactivité a besoin d'une attention particulière. Pas trop excessive, mais il est nécessaire d'intégrer l'élève. Il s'agit de faire preuve de patience et de compréhension, afin que ses chances soient égales à celles de tous les autres étudiants. Vous pouvez trouver plus d'informations sur le TDA et le TDAH dans les liens suivants. Merci, au revoir.